Lisbonne, c'est à 2 heures d'avion de Paris ou 2 jours de voiture. Moi, j'ai préféré l'avion. La capitale du Portugal a gardé les traces d'un passé prestigieux. Mais loin des habituels clichés, Lisbonne est également devenue ces dernières années une des villes d'Europe les plus modernes et les plus branchées. Quels que soient vos goûts, Lisbonne saura vous surprendre et vous séduire. Fernando Pessoa, le grand poète portugais du début du siècle, écrivait « Pour le voyageur qui arrive par la mer, Lisbonne, même de loin, s'élève comme une ravissante vision de rêve. Aujourd'hui, on vient à Lisbonne en avion, en voiture ou en train. Mais les Cacilheiros permettent de revivre la merveilleuse description de Pessoa. Ces petits bateaux étaient jusqu'aux années 60 et la construction du pont du 25 avril, le seul moyen de relier Lisbonne et la rive sud du Tage. Un deuxième pont a été construit depuis, mais de nombreux Lisboètes, nostalgiques ou allergiques aux trains de banlieue, continuent à emprunter ces petites embarcations. Et c'est ainsi que je débarque parmi eux, place du Commerce, la place principale de Lisbonne côté fleuve. Franck, un ami professeur d'histoire au lycée français de Lisbonne, m'a donné rendez-vous justement devant la statue de Fernando Pessoa, au café A Brasileira, dans le quartier du Chiado. Alors c'est lui, Pessoa. Voilà, Fernando Pessoa, vraiment le grand nom de la littérature portugaise. Ce qui fait son talent, c'est qu'il a composé sous plusieurs noms différents, plusieurs hétéronymes. Il y en avait 14 ou 17, je ne me souviens pas très bien. Et chacun a une écriture qui lui est propre, un talent qui lui est propre. On vantait les mérites de Ricardo Reis, on vantait les mérites d'un autre, et en fait il s'avérait que c'était le même écrivain. Ce qui fait que beaucoup d'écrivains postérieurs, même actuels, ont besoin de prendre leur distance vis-à-vis de Pessoa, parce qu'il faut avoir le courage d'écrire après lui. On a l'impression qu'il a tout fait et qu'il a fait le mieux de ce qu'on pouvait faire. C'est marrant parce que quand on le regarde, il a un visage qui a l'air d'être vraiment dur. C'était un comptable, hein. Alors il y a ce petit air crispé, ce petit air figé. Franck m'avait prévenu, Lisbonne est faite de collines. On monte, on descend. Et d'ailleurs, les Lisboètes disent qu'il y a beaucoup plus de montées que de descentes. La seule partie qu'on peut considérer comme basse, enfin comme plate, qui est basse d'ailleurs, c'est la Baixa. Baixa, ça veut dire bas. C'est celle qui a été complètement détruite par le tremblement de terre de 1755. Donc il faut imaginer cette partie complètement affaissée, brûlant, parce que c'était le jour de la Toussaint, les cierges qui étaient dans les églises, tout ça a mis le feu. Et comme la nature fait bien les choses, un énorme raz-de-marée est ensuite venu éteindre l'incendie de la Baixa. Donc le jour des morts, ça a dû vraiment passer. Le jour des morts, il y a eu 40, 50 000 morts, on ne sait pas le chiffre exact, mais ça a été un véritable traumatisme pour la ville. À Lisbonne, impossible de se garer. Et de toute façon, la meilleure façon d'aborder la ville, c'est la marche à pied. Le nez en l'air, au gré des façades, des escaliers, des ruelles et des impasses, il faut se perdre dans Lisbonne et ne pas avoir peur d'user ses semelles. Si vous êtes fatigué, les funiculaires vous offriront une pause aussi anachronique que bienvenue.
Alexandra, une amie franco-portugaise, m'emmène à la découverte de l'Alfama, le quartier le plus ancien de Lisbonne. Ces escaliers ont éloigné les voitures qui n'ont jamais pénétré ici. C'est dans ces ruelles, longtemps habitées par les pêcheurs et les marins, que bat le cœur du vieux Lisbonne. Bom dia, minha senhora. Olha, esses dois contos todos depois. Então me leve mais estes. Ai, o caralho, pá. Ai, senhora. É toda a família. 1, 2, 3, 4, que está aqui, olha, outra aqui. Isto é tudo assim, olha. É toda a família. Olha. É assim. Está bem, está. Bom dia. Bom dia. Olha, agora, olha, depois de Bébé falso. Então, depois de velha, olha, agora dei nisto. Voilà, elle m'a dit Que quoi, qu'elle a tu vieilli et que maintenant, pof, O que é que eu hei de fazer agora depois de velha? elle fait des bébés en plastique. É a mãe que eu tenho. les jours ou c'est juste un hasard? E olha, o meu amigo aqui pergunta se a senhora anda com o bebê todos os dias. Não, não. É, a minha miúda vem para baixo, para a rua, e depois traz umas coisas e depois dá-me. Chegando à rua, dá-me tudo. A miúda que é a sua. É a minha neta. Deus, né, senhora? Até à próxima. O resto do dia. Muito obrigada, muito obrigada. Adeus, Bom dia. Adeus. Ce genre de quartier te donne un peu une idée de ce qu'aurait pu être. Ce quartier, il te donne une idée de ce qu'aurait pu être Lisbonne avant le grand tremblement de terre de 1755. Parce Toute qu'il la a- ville était comme ça? La ville ressemblait à ça, quoi. Plein de petites ruelles, et puis tout a été rasé par le tremblement de terre, sauf ce quartier qui a été relativement préservé. Donc en se baladant ici, on peut s'imaginer un peu à quoi ressemblait Lisbonne il y a 3-4 siècles. C'est dans le Bairro Santa Ana, un quartier proche de l'Alfama, qu'est née Amália Rodrigues, la voix du fado. Fado, cela signifie destin. Ce chant typiquement portugais imprègne profondément la ville, et ses refrains résonnent dans chaque ruelle. C'est vraiment un quartier populaire. Oui, Amália est née dans les vieux quartiers ouvriers de Lisbonne en 1920, donc. Elle est née dans une famille de 10 enfants et elle a été seulement 3 ans à l'école, entre l'âge de 9 ans et l'âge de 12 ans. C'est après quoi elle a été brodeuse, puis ouvrière. C'est seulement vers l'âge de 18-19 ans qu'elle a commencé réellement à se produire en tant que chanteuse de fado dans les maisons de fado. Donc c'est un peu notre Edith Piaf-Fano, si tu veux. Elle a apporté une empreinte très personnelle. Elle a commencé par le châle noir, l'expression, les veines qui ressortent, les yeux fermés, donc toute une posture qu'elle a en fait imprégnée au fado. Et puis par ailleurs, le fait qu'elle ait chanté les grands poètes portugais, anciens et modernes. Alexandra me propose d'aller à la rencontre du fado traditionnel chanté aujourd'hui à Lisbonne. On l'écoute généralement dans des restaurants chics, les maisons de fado. Se eu andar de porta em porta
Cette drôle de machine qu'on dirait sortie d'un livre de Jules Verne est un ascenseur. Il a été construit, et oui, par un disciple de Gustave Eiffel. L'Elevador Santa Justa reliait autrefois le quartier de la Baixa à celui du Chiado. La passerelle est aujourd'hui fermée pour des raisons de sécurité, mais il reste que du haut de la tour, on a une très belle vue sur la partie basse de la ville. Lisbonne regorge de jardins, où les habitants viennent prendre le frais, parfois dans une ambiance fortement masculine. Dans le jardin de Príncipe Real, je suis tombé sur un arbre très étonnant. 25 mètres de circonférence. Ses branches sont si longues qu'on a dû les étayer. Quel arbol est? Cedro. Cer? Cedro. Cedro. Ah, c'est un cedro. Cedro. E de que ano? Nele. Não, não tem lá chapa nenhuma, eu já lhe vou dizer de que ano. 1 milhão. Não. Doce-ma. 1 milhão, l'altro 150 mil. Não entendeu? Não, não. Sabe entender? Tem um lápis. Não sei nem Não tem? caneta, nem caralho. Mas havia ali uma sim. chapa. Espera aí, eu já lhe vou dizer. Tem um papel. Tem aqui. Ora, é o que me custa menos o que me custa, chateia-me mais é não saber falar estrangeiro. Ah, 1350. Sim, Ah, isto sim. aqui. 1350, ça fait 650 ans. Sim. Muito Antigo, muito velho. Tout le monde a un avis sur la question, mais en vérité, personne ne sait vraiment l'âge qu'il a. Lisbonne est réputée pour un moyen de transport vétuste et pittoresque. Et Ce machin-là, il part quand? Non? Ah, il ne part pas. Et pourquoi? Mais ça n'a pas de roue. Celui qui a les roues, le voilà. Les électricos, ces petits tramways dont les plus anciens datent des années 30, traversent la ville en tous sens. Minuscules, bruyants, inconfortables, ils n'ont pourtant pas leur pareil pour se faufiler dans les ruelles de Lisbonne, escalader ou descendre ces collines escarpées. La ligne 28 vous offrira pour l'équivalent de 4,50 francs une promenade sinueuse et parfois vertigineuse dans le cœur de la ville. Mon chauffeur est persuadé que l'électrico, c'est l'avenir. Ça, c'est un bon moyen de transport pour Lisbonne? Oui, c'est le futur. Il ne pollue pas. D'ailleurs, d'autres pays se mettent à construire des électricos à cause justement de la pollution. En fait, le seul problème de l'électrico, ce sont les autres véhicules. Ah, l'heure de pointe. Heure de pointe. Ah oui. C'est le travail. 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 Oui, c'est la fin du travail. Comment? C'est l'heure de pointe. L'heure de pointe. C'est pas comment on dit. La tour de Belém est le monument le plus visité de Lisbonne. Autrefois ouvrage de défense, elle se trouvait lors de sa construction au milieu du fleuve, mais le raz-de-marée de 1755 l'a en partie ensablée.
Belém signifie Bethléem en portugais. Et c'est d'ici que Vasco de Gama apparaît en 1497 à la découverte des Indes. Salazar, qui a dirigé le Portugal d'une main de fer pendant 40 ans, a fait ériger à Belém en 1960 le monument des découvertes qui célèbre les grands noms de l'histoire du Portugal. Les Portugais, réfractaires à son esthétique ou tout simplement caustique, l'ont surnommé « Poussez pas derrière ». De son sommet, on a une belle vue sur le pont du 25 avril et le quartier de Belém. Au sol, une carte géante retrace l'épopée des découvertes portugaises. Tout est parti de là. Oui, tout est parti du Portugal continental. La progression sur la côte de l'Afrique, c'est toujours la tactique des Portugais, c'est de progresser par saut de puce. Ouais. Jusqu'à première étape, c'était le Cap des Tempêtes, ouais, qui ouvrait l'océan Indien et que le roi du Portugal a décidé de rebaptiser Cap de Bonne-Espérance. Et après, donc, il faudra seulement 10 ans pour que Vasco de Gama aille jusqu'aux Indes. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'impression que les Portugais se sont arrêtés là, la route des Indes, etc., mais pas du tout. Les Portugais ont continué, ils sont allés jusqu'au Japon, en fait, ce qu'on sait assez peu. Ah oui, carrément. Voilà, ce sont les premiers Européens à être arrivés au Japon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a des représentations de l'arrivée des Portugais par les Japonais. Et connaissant mal le faciès européen, ils représentaient tous les Européens avec le même visage. Un visage rond, tous moustachus, tous les mêmes cheveux bruns. À Belém se trouve surtout le monastère des Géronymites. Ce chef-d'œuvre de l'art manuélin a été élevé au XVIe siècle sous le règne de Manuel Ier, au cours duquel l'Empire portugais atteignit son apogée. Tu le reconnais comment le style manuélin, ce qui le caractérise, c'est l'extrême diversité, la profusion des motifs, motifs végétaux, les motifs floraux, les colonnes torses, tu vois, qui tournent une fois dans un sens, une fois dans l'autre. C'est l'obsession du vide, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de vide, que tout l'espace soit rempli. La pierre, elle doit danser. Et alors ça correspond à la période où vraiment le Portugal était très riche. Voilà, les caravelles sont revenus des colonies avec les cales chargées d'épices et ils ont voulu inscrire ça dans la pierre, montrer la profusion, l'exubérance, la richesse, l'abondance, la luxuriance, tous les paysages que les navigateurs ont pu voir de près ou de loin dans leur périple. La nef de l'église du monastère renferme le cénotaphe de Vasco de Gama. Un cénotaphe est un tombeau vide, car Vasco de Gama est mort à Cochin en Inde. Tous les Portugais vous le diront, un voyage à Lisbonne est incomplet sans aller goûter les fameuses pâtisseries de Belém. Tous les dimanches, les familles lisboètes s'y ruent, et il est souvent difficile de trouver une place dans la succession de salles pourtant immenses. L'établissement ne fabrique pratiquement qu'une sorte de gâteau, les pastéis de Belém, petits flancs moulés dans une pâte croustillante, servis chaud et saupoudrés de sucre glace et de cannelle. Oh, c'est bon. La recette est tenue secrète, mais le gérant de l'établissement a accepté de lever pour moi une partie du voile. En coulisses, les petites mains s'activent pour une production restée entièrement artisanale. Le dimanche, c'est entre 25 et 30 000 gâteaux qui sortent du four, vendus uniquement sur place. Atelier du secret, c'est ça, hein? Excellente traduction. Et alors les matières premières, elles sont cachées dans les placards et j'ai pas le droit de les ouvrir, c'est ça? C'est ici, dans l'atelier du secret, que se prépare depuis toujours la base de la recette. Seules 3 personnes en connaissent la composition exacte, qui se transmet de génération en génération. Et on fait ça ici, la même recette, depuis 1837. Alors, on a vraiment une fabrication artisanale. Qui l'a inventé la recette au départ? On ne sait pas. Elle est venue du couvent de Géronyme. À mon avis, les frères étaient assez gourmands, alors ils ont inventé une spécialité.
Alexandra m'avait promis de me faire découvrir un fado, disons, plus populaire. Et pour cela, c'est bien entendu dans l'Alfama que nous retournons. D'après les gens, le quartier c'est monsieur et le seul noir à savoir chanter le fado comme les blancs. En fait, c'est dans des endroits comme ça dans des petites tavernes que le fado est né ici dans l'Alfama. C'est-à-dire qu'au départ, c'est la musique, c'est les prostituées qui le chantaient au 19e siècle. Les prostituées, les marins, et puis il n'y a pas un fado, mais des fados, plusieurs sortes de fados. Il y a le fado vadiou, qu'on appelle le fado vadiou. Vadiou, ça veut dire vagabond. En fait, c'est le fado des tavernes. Et puis, il y a un fado plus aristocrate, plus bourgeois. C'est le fado qui prédomine aujourd'hui, mais on peut trouver encore la version populaire dans des quartiers comme celui-ci, Alfama. Ouais. C'est vraiment la version populaire. Casa foi largar, Mineiro desta Consegue ler o jornal, o surdo ouvir a notícia, consegue ler o jornal, o surdo ouvir a notícia, o planeta a bater palmas, o coxo a fugir à polícia. Souvent, les paroles mêmes sont improvisées. Donc c'est ce qu'on appelle le mojgarrada. C'est une joute verbale chantée, voilà. Ils peuvent à la limite régler des problèmes personnels comme ça ou quoi? Ah bah souvent, avant ça pouvait très mal se terminer, les mojgarradas, oui. Cette brune, c'était ma femme. Voilà, et l'autre, non, j'ai jamais touché à ta femme. Et puis, vrai, c'était ça. C'était ça, ouais. C'était ça. Et ça l'est encore, ça l'est encore. Boca de chá frito, cala-te e boca aberta. Boca de chá frito. Le site de l'Expo 98, dont le thème était la mer, a été transformé en un quartier ultra-moderne, à la fois parc de loisirs, pôle commercial et culturel, zone d'habitation et de bureaux. Rebaptisé Parc des Nations, c'est une anticipation de la ville idéale du futur, sans pollution. Ici, les seules voitures que vous croiserez, ce sont ces petits véhicules électriques qu'on peut louer à l'heure. Dans ce site, il y a la priorité qui est donnée aux piétons, aux véhicules non polluants, tu vois, les voitures électriques. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. La ville écologique. Par exemple, dans tous les immeubles d'habitation qui sont ici, il y a une collecte pneumatique des déchets. Ah bon? Oui, et tout ça, c'est retraité sur place. C'est vraiment étonnant le contraste qu'il y a entre le Lisbonne qu'on voit ici et le vieux Lisbonne. Oui, oui, c'est surprenant. C'est vrai que dans la même journée, on peut passer d'une ville médiévale qui est celle d'Alfama à celle-ci qui est déjà la ville du futur. L'Océanorium est certainement la réalisation la plus spectaculaire du Parc des Nations. Dans le bassin central, raies, requins et autres mérous évoluent dans l'équivalent de 4 piscines olympiques. C'est absolument superbe. Pour me rendre de Lisbonne à Évora, j'emprunte le pont Vasco de Gama, construit lors de l'Expo 98. Avec 13 km, dont 9 au-dessus des flots, il est l'un des plus longs d'Europe. Évora est un peu à l'écart des routes touristiques.
la capitale de l'Alentejo, est pourtant une des plus belles villes du Portugal. En voiture ou par le train, elle est très facilement accessible de Lisbonne, dont elle n'est qu'à 120 km. Ville-musée, Évora a été classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1986. Romains, Visigoths, Arabes, chacun y a laissé sa marque. Le Portugal a toujours été très catholique, mais ici comme ailleurs en Europe, la religion perd du terrain. Et les processions, même le dimanche des Rameaux, ne font plus le plein. Il est vrai qu'ici, le dimanche, Dieu est sérieusement concurrencé par une passion partagée par la quasi-totalité des Portugais de sexe masculin. C'est du foot? Oui, c'est le foot. Et c'est qui contre qui? Benfica est en train de perdre contre Belenenses. Nous, on est tous contre Benfica. On est pour le Sporting. Et pourquoi? Ben, c'est comme ça. Depuis que je suis petit, je suis pour le Sporting. Vous, vous êtes pour le Paris Saint-Germain ou pour Marseille? Moi, je suis pas très football. À Évora, la religion a laissé une marque particulière. Une chapelle étrange, la chapelle des eaux. Il y a à peu près 5000 crânes sur toute l'épaisseur des murs de la chapelle. En fait, c'est des ossements qui ont été récupérés dans des églises, dans des couvents, dans les cimetières de la ville d'Évora, par les moines franciscains qui ont construit cette chapelle vers la fin du XVIe siècle. C'est marrant, là, il y a encore toute une fresque de crâne. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bah, écoute, l'idée, c'est de rappeler aux visiteurs que il ne faut pas s'attacher aux valeurs matérielles d'ici-bas, puisque de toute façon, on va tous y passer un jour. Et au cas où tu n'aurais encore et toujours pas compris, on te présente un squelette tout entier. Et ça, on ne sait pas qui c'est? On ne sait pas qui c'est un peu comme le soldat inconnu. Alors attends, le clou, nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Ce qui veut dire? En gros, ça veut dire, nous les os qui gisons ici, nous attendons les vôtres. Effectivement, j'ai remarqué qu'il en manquait un peu. Voilà. Message d'incitation. Bon, bah, je vais y réfléchir. C'est Anne et son ami Georges qui m'entraînent dans le tourbillon de la nuit lisboète. Ça commence tard, dans les bars du Bairro Alto, lieu historique de la vie nocturne de Lisbonne. Lisbonne, tu sais, c'est plusieurs collines. Donc ça commence par la plus haute colline ici. Et puis après, on descend vers l'avenue 24 juillet. Et quelle heure? 2-3 heures du matin. Et ensuite, on descend encore plus bas. Et on arrive au bord du Tage, sur les docks, où il y a un certain nombre de bars et de boîtes. Et voilà, et après, il y a l'océan. Donc après, si tu veux, tu te jettes dans l'océan. Mais donc là, c'est la première étape. On est en train d'arriver chez Fatima Lopes, c'est une styliste portugaise qui a combiné bar, boutique. Tout au même endroit en fait, dans le même local. Ouais, on va jeter un coup d'œil. Ces dernières années, de jeunes créateurs ont propulsé Lisbonne à l'avant-garde de la mode. C'est-à-dire le magasin, il est ouvert là? Ah, il est ouvert. Et il est 2 h du matin, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert, ouais. Ah ouais. C'est comme ça. Elle a combiné son magasin avec un bar dansant et elle assume. Non, mais c'est une des vendeuses phares de Fatima Lopes qui est là. Ah ouais? Phare, c'est le mot. À 2 h du matin, le parcours Nyctalope se poursuit par une migration générale vers les bords du Tage. Lisbonne est devenue une des villes du monde les plus réputées pour sa vie nocturne. Il n'y a pas de parcours précis, le mieux est de faire comme les Lisboètes et de se laisser porter par la vague.
L'admission en discothèque est généralement gratuite. On peut donc changer d'endroit tant qu'on veut sans se ruiner. Je pensais être arrivé en fin de circuit, mais Anne et Georges tenaient absolument à m'emmener au luxe, la plus récente et donc la plus branchée des boîtes de Lisbonne. Et là, il est bientôt 5 h et il y a la queue. Ouais, mais ça, c'est la nuit à Lisbonne. De l'autre côté de l'avenue, à 6 h du matin, les grandes halles de Lisbonne, le Mercado da Ribeira, finissent de se mettre en place. L'ambiance y est aussi chaude qu'en boîte de nuit. Et pour terminer la nuit, un grand classique, aller boire un cacao chaud au bar du marché. Si Lisbonne se parcourt le nez en l'air, il ne faut pas oublier de baisser les yeux pour découvrir les calçadas portuguesas, cet art du pavage typiquement portugais. Un travail de forçat proprement dit, puisqu'au XIXe siècle, c'étaient les prisonniers du château Saint-Georges qui cassaient ces cailloux. Aujourd'hui encore, tout le travail se fait entièrement à la main, taillé et retaillé avec une incroyable minutie, des bouts de cailloux de quelques centimètres de côté pour former ensuite des motifs qui peuvent être d'une grande poésie. Parfois c'est étonnant, on voit des calçadas portugaises seulement blanches, tu vois, sans fioritures, sans... Et puis au milieu, on va trouver une fleur, on va trouver un bateau. Pourquoi? Parce que le calçadeiro, le travailleur, qui a travaillé par exemple un mois sur un trottoir de 50 mètres de long, là il aura eu une pensée complètement folle, évasive. Il aura eu envie d'offrir une fleur à sa femme, un bateau à son garçon. Et, voilà, et ça s'inscrit sur le trottoir, moi ça, je trouve ça fabuleux. Et combien de temps? Quanto tempo para... Para acabar... Ouais, juste ça, simplement ça. Isso. 4 dias. 4 jours, 4 jours. Alors ça n'a pas que des avantages, en fait, je regardais, parce que c'est glissant. C'est glissant quand il pleut. On se tord les pieds. Si tu as des chaussures c'est pas forcément très stable, pour peu qu'il y ait une racine d'arbre qui brise un petit peu l'alignement, effectivement. Donc, ça doit coûter quand même assez cher à la vie. Et ça coûte le travail de 6 personnes. Donc c'est vraiment une tradition. C'est anti-économique, mais voilà, c'est tout Lisbonne qui est là. Les azulejos, ces petits carreaux de faïence que l'on trouve dans tout le Portugal, ont été inventés par des artisans maures. À la fin du XVIe siècle, le Portugal s'est trouvé sous la dépendance de l'Espagne et les fonds manquaient. L'azulejo, peu cher et facile d'entretien, remplaça les tableaux et les sculptures qu'on ne pouvait plus s'offrir. C'est ainsi que naquirent ces chefs-d'œuvre dont le musée des azulejos regroupe quelques splendeurs. Ça date de quand, ça? XVIIe siècle. 17e, on reconnaît le côté naïf un peu des scènes... De l'époque? Ouais. Regarde le lion, particulièrement féroce. Ouais. Comment ça s'appelle exactement? Azulejos. Azulejos. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne vient pas du mot bleu, azul, mais de l'arabe al-sulaïcha. C'est une petite pierre, des assemblages qui étaient faits de petites pierres polychromes. Les azulejos, on les emploie où en fait? Dedans, dehors? À l'origine, plutôt en intérieur, même si ça s'est généralisé un peu en extérieur. L'origine, c'est quand même de décorer des intérieurs. Ne ratez surtout pas cette fresque géante, une vue de Lisbonne avant le tremblement de terre de 1755. C'est un super témoignage, ça. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis c'est sur une telle distance que on n'a pas de représentation aussi fidèle de Lisbonne. On reconnaît ici la place du commerce, la cathédrale qui a perdu ses tours. Et ensuite on redescend. On a ici la Baixa, donc toute la partie qui a été réduite à néant. Et on monte ici dans le Bairro Alto.
Voilà, le quartier haut, la tour de Belém qui est avec plein de canons, on imagine que la défense stratégique était très importante. Lisbonne était une ville animée sur toute cette rive. Il y avait des pêcheurs, il y a des gens qui commerçaient, il y a des gens qui avaient des activités. C'était pas une ville morte, c'était pas une ville figée, quoi. Ça fait une longue distance, ça fait des kilomètres quand même. C'était un espace qui respirait avec le fleuve. Bien que située au sud, Lisbonne reste une ville atlantique. Quand il pleut, pour se remonter le moral, un bon conseil, allez boire une ginja. C'est Georges qui m'a fait découvrir cette liqueur de cerise qu'on boit dans les gingerias. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus typique ici à Lisbonne. Une petite gingembre l'après-midi. Tout le monde? Tout le monde? Tout le monde boit ça? Tout le monde boit ça. Dois? Deux gingembres, faz favor. Por favor. Et ça, c'est produit fabriqué maison. Então, saúde. Oula, saúde. Tchim, tchim. Ça se boit plus sec, non? Oui. Non. Oui, de préférence. Midordinho, senhora. Ginja. C'est igual. Você? Depois? Et après, vous allez travailler? Non, je vais draguer. Et ça, c'est bon pour draguer? Bien sûr. Je bois 2 petites ginjas tous les jours. Le goût est raffiné. Donc c'est bon. Merveilleux. Non, c'est bon, c'est... Ça, c'est très bon. Mais c'est quand même très étonnant de boire ça en milieu de journée. Parce que normalement, les gens retournent travailler après. Milieu de la journée. Ouais, Ça milieu de l'après-midi. Ça ouvre à 8h du matin. 8h du matin, l'endroit il est plein. Ah bon? Déjà. Mais est-ce que les gens arrivent encore à travailler après? Oh, je sais pas, mais ils sont habitués. Ils ont une certaine philosophie après. Georges, Oui. absinto, c'est l'absinthe? Oui, ça c'est l'absinthe. Ça se fait encore ici à Lisbonne. C'est interdit ça en France. Oh là, c'est vert. Quantos somos? 2, 4, 5. A minha é pequenina. Ça a le goût de quoi? A minha é pequenina. Mauvais. Umas 6. C'est amer, c'est avec des herbes? C'est avec de l'absinthe. Comment ça? Allez, coup sec. Ah non, ça, non. Tu peux tenir le verre là? On va essayer le degré alcoolique. Ah, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Sintra se trouve à 30 km de Lisbonne. Accrochée à sa montagne, cette cité jouit d'une étonnante fraîcheur particulièrement appréciable lors des grosses chaleurs. Les rois, puis l'aristocratie, y établirent leur résidence d'été avant que le grand écrivain Lord Byron ne lui donne une note définitivement romantique. Au sommet se trouve le Palacio d'Apena, construit au XIXe siècle dans un mélange incroyable de styles. Si ce château de conte de fées évoque celui de Louis II de Bavière, ce n'est pas un hasard. Il a été construit par le prince bavarois Ferdinand de Saxe-Cobourg pour prouver son amour à la reine portugaise Maria II. En le regardant, on est en droit de se demander si certains créateurs de dessins animés ne s'en sont pas un petit peu inspirés. Si vous continuez votre route encore quelques kilomètres, vous ne pourrez de toute façon pas aller plus loin, car vous aurez atteint là le point le plus occidental de tout le continent européen.
Il existe, paraît-il, 365 recettes de bacalhau, la morue. C'est le plat national incontesté des Portugais, qu'on sert même au repas de Noël. Et pourtant, figurez-vous que la morue n'a jamais été pêchée au large du Portugal, mais dans les mers lointaines d'Islande et de Norvège. C'est bacalhau, todo? Séchée et salée, elle peut se conserver plusieurs mois. Mais attention, n'oubliez pas de la dessaler dans l'eau pendant 2 jours avant de la consommer. Presque tous les Portugais aiment la morue. On a été élevé à la morue. Autrefois, sous Salazar, le gouvernement subventionnait fortement la pêche à la morue pour la vendre moins cher sur les marchés. La morue a donc toujours été très abordable pour les Portugais et elle est devenue tout naturellement un plat traditionnel. Et alors, c'est comment la meilleure façon de la cuisiner? Au four, à la braise ou à la casserole avec des patates, un peu d'huile d'olive, de l'ail et des oignons. J'ai repoussé mon départ de Lisbonne de 24 heures pour assister à la commémoration de la Révolution des œillets. Le 25 avril 1974, une poignée de jeunes officiers met fin à la dictature instaurée un demi-siècle plus tôt par Salazar. Le coup d'État se transforme en une révolution qui, pratiquement sans un coup de feu, balaie le Portugal et voit s'unir le peuple et l'armée. Comment ça s'est passé la révolution? Vous étiez tout petit, mais... Bon, je n'étais pas né du tout, mais, mais la révolution, c'était un groupe de militaires, des capitaines, qui étaient très malcontents avec la guerre coloniale. Et puis ils ont organisé une coup militaire. Un coup d'État. Un coup d'État. Et puis le peuple a réagi de la meilleure façon. Ils n'aimaient pas beaucoup ce régime dictatorial de Salazar. Et alors on a tout sorti sur la rue. Et sans violence? Sans violence. C'est la raison des... Les œillets. Les œillets. Oui. C'est parce qu'il y avait des vendeuses et elles ont commencé à distribuer pour les soldats. Et on les a mis dans les fusils. Et ça s'est passé une révolution entière avec, je sais pas, 3 morts ou quelque chose comme ça. Le défilé s'achève par la chanson qui a donné le signal du soulèvement. Em cada esquina amigo, em cada rostro igualdade.